De nombreuses fois, les élites militaires du Myanmar ont tenté de comparer la situation de l'ancienne Union soviétique et de la Yougoslavie avec la crise au Myanmar. Ils discutent de la modernisation du Myanmar, qui a une société profondément divisée et une guerre civile de longue date. Le sujet du fédéralisme est crucial pour le projet de construction de l'État au Myanmar. Cela n'est pas si différent de l'ancienne Union soviétique et de la Yougoslavie, où les adversaires politiques parlaient également de fédéralisme. Cependant, l'armée du Myanmar essaie d'établir un lien entre le fédéralisme et la politique sécessionniste. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, je suis Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de parler à un collègue en Thaïlande. Avec moi se trouve le Dr Dulyapak Praycharush, professeur associé en études asiatiques à la Faculté des Arts libéraux et directeur adjoint de l'Institut des études de l'Asie de l'Est à l'Université Thammasat à Bangkok. Je ne veux pas lui parler de la Thaïlande, mais de son voisin immédiat, le Myanmar. Car le Dr Praycharush est un grand expert de la politique du Myanmar et de son conflit armé. Il a récemment écrit le livre « La politique de la fédéralisation au Myanmar » et a suivi de près tout ce qui s'est passé depuis le tournant du pays vers la démocratie en 2011, puis son éloignement de cette voie après le coup d'État militaire en 2021. Depuis lors, le pays est plongé dans des combats et une guerre civile croissante. Alors, Dr Praycharush, bienvenue et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup pour votre aimable invitation. J'attendais cette discussion avec impatience parce que vous savez, le Myanmar est un peu une boîte noire. Il est vraiment difficile de trouver des personnes qui ont étudié le processus politique sur une longue période. Et vous êtes juste à côté, à Bangkok. Donc c'est très proche pour vous. Et vous avez observé ce qui se passe. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant de la politique intérieure du Myanmar, pourriez-vous peut-être nous dire quel est l'état de la guerre civile aujourd'hui? D'où vient-elle? Je veux dire, 2021, mais aussi avant cela, il y avait des conflits civils tout le long. D'où cela vient-il? Et où en sommes-nous en ce moment, en 2024, avec les différentes forces sur le terrain? Je pense que la guerre civile actuelle au Myanmar découle du coup d'État du général en chef Min Aung Hlaing il y a 3 ans. Tout d'abord, nous devons comprendre la formation du régime politique hybride au Myanmar. En 2011, le président Thein Sein a gouverné le Myanmar sous un régime politique hybride dans lequel des éléments démocratiques et autoritaires coexistaient et fonctionnaient ensemble. La durée de ce type de régime politique hybride dépend des relations civilo-militaires. L'armée doit maintenir un équilibre avec le gouvernement civil. Cependant, lorsque Aung San Suu Kyi a pris le pouvoir et établi le gouvernement de la LND, des problèmes dans les relations civilo-militaires ont émergé. Le gouvernement de la LND voulait amender la Constitution de 2008 pour réduire le pouvoir de l'armée en politique. En réponse, l'armée a décidé de prendre le contrôle de l'État, capturant Aung San Suu Kyi et d'autres dirigeants démocratiques, ouvrant la voie à l'autoritarisme militaire au Myanmar après le coup d'État. Le résultat inattendu a été un soulèvement politique généralisé contre le régime militaire, conduisant à l'émergence de la guerre civile au Myanmar. Je pense qu'aujourd'hui, si nous parlons de la guerre civile en Birmanie en termes de structure politique, la base de pouvoir peut être classée en 3 groupes. Le premier est le gouvernement militaire dirigé par le général en chef Min Aung Hlaing. Le deuxième est le gouvernement NUG, ou groupe d'opposition, visant à éradiquer les militaires de la politique et à établir une fédération démocratique en Birmanie. Le dernier, très intéressant,
se compose d'organisations armées de minorités ethniques qui peuvent être subdivisées, selon moi, en trois groupes principaux. Le premier groupe maintient encore des relations avec le général en chef Min Aung Hlaing pour des pourparlers de paix. Le deuxième groupe a décidé de coopérer avec le gouvernement NUG afin de lutter contre l'armée birmane. Et le dernier groupe se compose d'armées ethniques qui ont décidé de rester neutres. Elles adhèrent au principe de neutralité, ne s'alignant ni avec Min Aung Hlaing ni avec le groupe d'opposition. Ainsi, la structure politique est assez compliquée après le coup d'État. Le Myanmar est un grand pays avec environ 54 à 55 millions de personnes selon le recensement. Cependant, en réalité, il peut y avoir environ 60 millions de personnes, en tenant compte à la fois du cœur du pays et des zones frontalières. Cela crée une structure politique très délicate. Beaucoup de gens sont concentrés dans les grandes métropoles. Mais combien de personnes sont en dehors du pouvoir direct du gouvernement militaire? Parce que c'est celui avec les grandes armes, non? C'est le plus puissant. Combien de personnes sont sous le régime militaire? Selon mon estimation, il est plutôt difficile d'identifier le pourcentage de la population en Birmanie dans chaque groupe. Mais permettez-moi de dire que la Birmanie se compose de groupes majoritaires et minoritaires. La majorité est principalement constituée de Birmans, qui représentent environ 60% de la population totale. Les 40% restants sont composés de minorités ethniques telles que les Shan, les Kachin, les Karen et les Arakanais. Ces groupes peuvent également être subdivisés en plusieurs sous-groupes. En ce qui concerne les effectifs de l'armée birmane, ils sont d'environ 400 000. La main-d'œuvre, d'accord? Pour le groupe d'opposition, le nombre de personnel ne peut pas se comparer à celui de l'armée birmane. Cependant, dans la situation actuelle, la main-d'œuvre de l'armée birmane a diminué en raison des victoires continues des groupes d'opposition. Ainsi, l'armée birmane est toujours dans une situation difficile concernant la guerre civile. Nous devons attendre et voir si l'armée birmane peut changer la situation politique en prenant le dessus grâce à une stratégie militaire pour contre-attaquer ou soumettre les groupes d'opposition. Le problème auquel ils sont confrontés est que l'opposition est répartie dans toute la Birmanie. Il n'y a pas un seul front, il y a de nombreux fronts. And there's not one single front, there's many fronts, and even 400,000 is not really enough. Et même 400 000 ne suffisent pas vraiment à contenir tout cela, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Il y avait une dictature militaire avant 2011, mais elle opérait dans un environnement complètement différent. Pourriez-vous peut-être décrire la différence entre la dictature militaire d'aujourd'hui et les groupes d'opposition d'avant 2011? J'ai personnellement remarqué des progrès significatifs pour les groupes d'opposition en Birmanie avant le coup d'État de Min Aung Hlaing. Lorsqu'on parle des groupes d'opposition, nous nous concentrons sur le processus de démocratisation. Mais en ce qui concerne les mouvements politiques des forces armées des minorités ethniques, nous nous concentrons sur la fédéralisation. Depuis le coup d'État de Min Aung Hlaing, nous pouvons observer une convergence entre le pouvoir de la démocratisation et le pouvoir de la fédéralisation. Le gouvernement NUG veut établir une démocratie fédérale ou une fédération démocratique. Cette campagne politique peut attirer certains groupes ethniques minoritaires qui souhaitent voir le fédéralisme en Birmanie à rejoindre le processus politique contre la junte au pouvoir. Cette situation est assez différente du passé, car maintenant, le Tatmadaw est confronté à un groupe d'opposition puissant qui combine fédéralisation et démocratisation. La structure politique en Birmanie, notamment en termes de géographie politique, est plus compliquée par rapport au passé.
comparing to the past. Nowadays, around 3 years since Min Aung Hlaing. De nos jours, environ 3 ans après que Min Aung Hlaing a pris le pouvoir, je pense que le paysage géopolitique du Myanmar peut être classé en 2 parties principales. La première partie est la zone frontalière, les lignes de démarcation entre le Myanmar et la Chine, le Myanmar et la Thaïlande, et le Myanmar et l'Inde. De nos jours, nous voyons beaucoup de zones libérées, dominées par le gouvernement NUG. Nous voyons également de nombreuses zones autonomes, dominées par des groupes ethniques minoritaires. Ce type de structure géopolitique peut encercler le cœur du pays birman, qui est le siège du pouvoir du Tatmadaw à Naypyidaw. Ainsi, le Tatmadaw a été encerclé par des groupes d'opposition et des organisations armées ethniques, ainsi que par la vaste topographie allant de la frontière au cœur du pays birman. Donc, la question intéressante est de savoir comment le Tatmadaw peut briser l'encerclement par les groupes d'opposition. C'est l'un des problèmes les plus difficiles pour le Tatmadaw. Le Tatmadaw est la junte militaire, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et juste pour être clair sur la terminologie, qu'en est-il des villes? Il y a Naypyidaw, la nouvelle capitale, qui a été en quelque sorte créée artificiellement, qui est toujours la capitale. Nous avons Yangon, le centre économique. Nous avons Mandalay, une ancienne et très importante capitale impériale, n'est-ce pas? Quelle est la situation politique dans ces grands lieux où beaucoup de gens se rassemblent et où des soulèvements pourraient se produire? C'est une très bonne question. Je pense que Naypyidaw est le siège du pouvoir des forces armées du Myanmar et est la fortification de fer créée par le général en chef Than Shwe il y a plusieurs années. Naypyidaw est la zone de sécurité pour l'administration publique par le gouvernement militaire. Yangon est la capitale commerciale. Cependant, après le coup d'État, il y a eu des attaques terroristes dans certaines zones stratégiques de Yangon et Mandalay. Mandalay est une autre ville commerciale importante, située dans la zone sèche du Myanmar, reliant une route stratégique de la Chine à l'Inde. La sphère d'influence chinoise est très claire à Mandalay, car il existe un réseau de transport logistique reliant Mandalay à la frontière sino-birmane, ainsi qu'à Kunming, en Chine. Pour développer un cadre systématique, pour examiner la structure politique au Myanmar, nous pouvons regarder la géographie politique du Myanmar et la classer en sous-régions. Selon mon point de vue, il existe de nombreux champs de bataille où la connaissance de la géographie régionale ou des études de zone peut être bénéfique. Par exemple, si nous regardons le champ de bataille dans la zone sèche du Myanmar, c'est une zone très importante. Historiquement, chaque fois que l'institution monarchique birmane visait à projeter et à étendre sa puissance militaire, elle devait consolider de nombreuses principautés à travers la zone sèche. Après cela, la zone sèche pouvait incorporer la zone du delta et la zone frontalière. En conséquence, les forces armées birmanes pouvaient attaquer le royaume siamois à Ayutthaya et de nombreuses principautés le long de la frontière du Myanmar, y compris Manipur dans le nord-est de l'Inde. De nos jours, la zone sèche est dans une situation difficile, car le groupe d'opposition veut commander et contrôler certaines zones stratégiques à travers la région. Cependant, l'armée birmane est mécontente de cela. L'une des zones les plus disputées est Shwebo, qui est située au nord-est de Mandalay. C'est la ville natale du roi Alang Paya, l'un des monarques birmans les plus puissants du passé. L'armée birmane n'a jamais voulu céder le district de Shwebo au groupe d'opposition, donc ils se battent très durement. En conséquence, le groupe d'opposition n'a pas été en mesure de capturer la ville. La zone sèche peut être subdivisée en plusieurs districts, y compris Shwebo, Taungoo dans la vallée de Sitaung, Naypyidaw, Meiktila et même Mandalay, qui est également situé dans la zone sèche.
geography of Myanmar is Mais la géographie du Myanmar est plus compliquée. Nous pouvons examiner le sud-est du Myanmar, qui comprend l'état de Kayin, l'état de Kaya, l'état de Mon et la région de Taninthari. Nous pouvons également regarder l'état de Shan, surtout après l'opération de l'Alliance de la Fraternité l'année dernière dans le nord de l'état de Shan. La situation est très compliquée. De plus, nous avons le sud-ouest du Myanmar, qui comprend l'état de Rakhine avec l'armée d'Arakan et la communauté Rohingya. Donc je pense que la connaissance de la géographie régionale pourrait être utile pour comprendre la guerre civile au Myanmar. Lorsque vous parlez de la zone sèche, ce serait la grande partie nord-est, n'est-ce pas? Cette zone est essentiellement adjacente à la Thaïlande, correct? Basically adjacent to Thailand, right? That's the important one. C'est celui-là qui est important. Oui, je pense que géographiquement, la zone sèche est située dans la partie centrale du Myanmar, un peu loin de la frontière thaïlandaise. Les villes importantes sont Mandalay, Taungoo, Naypyidaw, Meiktila, Shwebo, Moniwa, et ainsi de suite. Yangon est situé dans le delta du fleuve Ayeyarwady. Pour la zone frontalière, il y a l'état Shan, qui partage une proximité géographique avec la partie nord de la Thaïlande, en particulier Chiang Mai, Chiang Rai et Mae Hong Son. Nous partageons une frontière proche avec le sud de l'état Shan. Pour la partie ouest de la Thaïlande, nous partageons la frontière avec l'état Kayin, l'état Kaya, l'état Mon et la région de Taninthari. Les combats dans cette zone augmentent-ils? And is the fighting in that area increasing? Because 3 months ago, I was in Chiang Rai and Chiang Parce qu'il y a Mai. 2 ou 3 mois, j'étais à Chiang Rai et Chiang Mai. J'ai rencontré un collègue qui travaille comme médecin dans un hôpital. Il m'a récemment dit qu'il voyait plus de personnes avec des blessures traumatiques venant du Myanmar. La zone frontalière semble connaître plus de combats en ce moment. Est-ce que ces combats sont entre la junte militaire et les insurrections locales? Que se passe-t-il là-bas en ce moment? C'est une bonne question. Les combats ont augmenté le long de la frontière thaïlandaise-myanmaraise. Ce n'est pas seulement entre l'armée du Myanmar et les groupes d'opposition, y compris certaines organisations armées de minorités ethniques. Il y a aussi des combats entre certaines organisations armées de minorités ethniques dans certaines zones. Ethnic minority armed organizations in some particular area. For example, in the southern part of Chan State, we can see. Par exemple, dans la partie sud de l'État Shan, nous pouvons voir l'augmentation du pouvoir militaire de l'UWSA, ou l'armée de l'État Wa Uni, qui est très célèbre pour le trafic de drogue et pour sa relation étroite avec la Chine. Ils augmentent les camps militaires, les garnisons et les effectifs le long de la frontière thaïlandaise-myanmaraise. L'UWSA a quelques conflits stratégiques avec le RCSS, une autre organisation armée ethnique, dont le quartier général est très proche de la frontière thaïlandaise. Un autre exemple est le conflit entre les Wa rouges et les Wa blancs. Bien qu'ils partagent la même identité ethnique, les Wa, ils ont des idéologies différentes. Le Waiko a une politique pro-Tatmadaw ou Force armée du Myanmar, tandis que le LPO a une connexion très étroite avec la Chine et les États-Unis, et ils ont combattu ensemble. Les adversaires politiques dans la longue guerre civile du Myanmar rendent la situation assez compliquée. Cela m'amène à ma prochaine question. Traditionnellement, dans les relations internationales, une guerre civile compliquée comme celle-ci présente une énorme opportunité pour les forces extérieures d'intervenir. D'une part, le Myanmar a été mis en pause dans l'ASEAN. Son siège est vide en ce moment. L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ne reconnaît pas la junte militaire, donc le Myanmar n'est pas représenté. Ils essayent de mettre la pression sur la junte. En même temps, ils tentent toujours d'avoir un processus diplomatique avec eux, allant même jusqu'à inviter la junte en Indonésie pour des pourparlers. D'après mon ami à Chiang Mai, j'ai entendu dire que le consulat américain là-bas est énorme et sert à gérer l'influence des États-Unis en Birmanie.
la Chine est également fortement impliquée. Pourriez-vous exposer les différents acteurs internationaux et qui ils soutiennent? Que font les États-Unis en termes de politique étrangère en Birmanie et quelle est la politique de la Chine en Birmanie? Savez-vous quelque chose à ce sujet? Oui, cette question est très intéressante et correspond à mes intérêts académiques. Le gouvernement chinois veut commander et contrôler la Birmanie parce que les investisseurs chinois y ont de nombreux avantages. Have a lot of benefits in Myanmar. Let's take a look at Belt and Road Initiative. Jetons un coup d'œil à l'initiative de la ceinture et de la route. Le cadre logistique de l'initiative de la ceinture et de la route touche en partie le territoire du Myanmar. Il est très important pour le gouvernement chinois et le secteur des affaires de maintenir la connexion de la frontière sino-myanmaraise à Mandalay, puis au port en eau profonde chinois dans l'État de Rakhine. La principale raison pour laquelle la Chine maintient des relations amicales avec de nombreux acteurs au Myanmar est qu'elle souhaite contrôler ce raccourci stratégique. Cela leur permet d'accéder au golfe du Bengale et à la mer d'Andaman, qui font partie de l'océan Indien, sans passer par le détroit de Malacca. De plus, cela aide à stimuler les conditions économiques dans l'arrière-pays, en particulier dans le sud-ouest de la Chine. Et de nos jours, la Chine peut exercer une projection de puissance dans le processus de paix au Myanmar parce que les organisations armées ethniques le long des frontières sino-birmanes, telles que l'UWSA, le TNLA et le MNDAA, ont toutes des liens avec la Chine. Le Tatmadaw, ou les forces birmanes, sont très préoccupés par l'influence croissante de la Chine dans l'État Shan et d'autres parties du Myanmar. En ce qui concerne la politique étrangère américaine, avant la transition politique au Myanmar, surtout sous l'administration Obama, l'accent était principalement mis sur les sanctions. Cependant, lorsque le Myanmar a commencé à passer à un processus plus démocratique, les États-Unis ont décidé de s'engager davantage avec le nouveau régime. Ainsi, le modèle de la politique étrangère américaine a changé de manière significative. American foreign policy has been changed significantly, and another one is in order to counterbalance with. Un autre point est que, afin de contrebalancer la forte sphère d'influence chinoise, les États-Unis devraient prendre plus de mesures. Cependant, les États-Unis n'agissent pas seuls. Ils ont déjà développé la perspective Indo-Pacifique en intégrant le Japon, l'Australie et l'Inde dans ce cadre. Les États-Unis pourraient inviter l'Inde et le Japon à coopérer pour développer la paix et les institutions démocratiques dans la politique post-coup d'État du Myanmar, afin de contrer la sphère d'influence chinoise. Nous n'avons aucune information concrète sur des activités clandestines des États-Unis ou de la Chine avec différents acteurs. Est-ce que c'est toujours une boîte noire? Je veux dire, nous ne savons pas exactement qui soutient qui. Mais ce que vous dites, c'est que la Chine en soutient beaucoup et a un grand intérêt dans la stabilité, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais je pense qu'il pourrait y avoir des preuves. Par exemple, dans les combats entre le gouvernement NUG et les groupes d'opposition, avec certaines organisations armées de minorités ethniques, des armes capturées par l'armée du Myanmar portaient des caractères chinois. Cela suggère que certaines armes proviennent de la frontière sino-myanmaraise. Le gouvernement chinois est très astucieux, car il ne veut pas maintenir des relations stratégiques uniquement avec les armées ethniques. Il partage également certains avantages avec les forces armées du Myanmar. Ainsi, il commande et contrôle de nombreux acteurs politiques dans la politique et la société du Myanmar. En ce qui concerne le rôle du pouvoir américain, l'un des exemples les plus évidents est le soutien au développement démocratique au Myanmar. Nous pouvons voir l'influence des États-Unis dans ce domaine. Par exemple, dans l'État de Kachin, une organisation indépendante, Kachin, vise à développer des institutions démocratiques en commençant par les villages locaux.
il est très important de discuter de la bonne gouvernance, des élections et du développement démocratique. Des organisations à but non lucratif, liées aux États-Unis et au monde occidental, sont venues aider le peuple Kachin et la société civile Kachin à développer la démocratie. Donc, il y a des preuves. C'est là que je deviens toujours un peu méfiant, parce que les États-Unis ont l'habitude d'aider les institutions démocratiques chaque fois qu'elles s'alignent sur leurs objectifs. Quand ce n'est pas le cas, les États-Unis n'ont aucun problème à soutenir des personnes comme Al-Sisi en Égypte ou à appuyer un coup d'État contre le dirigeant du Pakistan l'année dernière, Imran Khan, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Je veux dire, l'autocratie aide parfois. Alors je me demande où en est le jeu de pouvoir politique en ce moment. Mais la junte est très isolée, n'est-ce pas? Personne ne les soutient officiellement, je suppose. Oui. Je pense qu'il y a 3 grandes puissances qui ont soutenu la junte en Birmanie. Le premier est la Chine. Comme je l'ai dit plus tôt, la Chine ne veut pas seulement soutenir la junte, mais soutient également des groupes d'opposition et certaines organisations armées ethniques. Le deuxième est la Russie, car elle est le principal fournisseur d'armes des forces armées du Myanmar. Le dernier est la Corée du Nord. Permettez-moi de revenir à l'administration de Than Shwe avant la transition politique du Myanmar en 2011. À cette époque, le Myanmar était condamné par les décideurs politiques américains comme un État paria, avec des violations des droits de l'homme et un autoritarisme militaire de longue date. Pendant cette période, George W. Bush a décidé d'envahir l'Irak et l'Afghanistan, visant à détruire le régime de Saddam et le régime des talibans. Le régime de Than Shwe était dans une situation difficile et instable. Les dirigeants militaires de l'époque ont décidé de déplacer la capitale de Yangon à Naypyidaw et de construire un système de fortification militaire solide dans la région montagneuse pour la guerre des tunnels et la guérilla. Ils imaginaient qu'un jour, les forces armées américaines, avec le soutien des Nations Unies, pourraient envahir le Myanmar pour éradiquer l'armée birmane. Ils ont donc essayé d'augmenter les relations stratégiques avec la Russie et la Corée du Nord. Ils ont décidé de recevoir un programme de missiles balistiques de la Corée du Nord et d'étudier la guerre des tunnels et les complexes souterrains en utilisant des modèles russes et nord-coréens. Donc, je peux confirmer que la Corée du Nord et la Russie peuvent soutenir l'armée du Myanmar d'une manière ou d'une autre. C'est très intéressant. Cependant, c'est aussi horrible. Toute forme de guerre civile, toute forme de guerre est absolument horrible. Mais c'est bien sûr un cas très extrême de politique de pouvoir, et nous voyons tout cela se dérouler. Une autre chose qui je pense pourrait également jouer un rôle dans cela est que le Myanmar a eu, de manière intéressante, une très courte période de colonisation, n'est-ce pas? Seulement de 1885-88 jusqu'à 1946-47. La Thaïlande n'a jamais été colonisée, mais le Myanmar l'a été. Alors, combien de cela? 88 until 1946-47, right? Thailand was never colonized, but Myanmar was little colonized. So how much of the current problems do go back to... Les problèmes actuels remontent à des questions encore plus anciennes. Vous savez, des problèmes de 100 ou 150, voire 200 ans en Birmanie. En ce moment, la politique de pouvoir sur le terrain est assez intéressante. Il est assez intéressant de comparer la Birmanie et la Thaïlande en utilisant des contextes historiques et votre remarque sur le colonialisme britannique en Birmanie. Je pense que cela peut offrir quelques réponses. Permettez-moi de dire que la Birmanie a été colonisée par l'impérialisme britannique. Mais après avoir obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne au début de 1948,
le principe de base de la politique étrangère de la Birmanie a été la neutralité, le non-alignement et des politiques étrangères actives et indépendantes. Un autre aspect très intéressant est leur position anticolonialiste, car ils perçoivent le pouvoir américain dans la politique de la guerre froide comme représentant le néocolonialisme, très similaire au pouvoir britannique lorsqu'ils ont colonisé la Birmanie dans le passé. The British power when they colonized Myanmar in the past. So the element of Myanmar foreign policy. Ainsi, l'élément de la politique étrangère du Myanmar dominé par l'armée du Myanmar, ou ce que nous pouvons appeler la diplomatie prétorienne, signifie le respect du principe de non-intervention dans les affaires internes, ainsi que la manière de se défendre contre les attaques des puissances néocolonialistes. L'armée du Myanmar est assez xénophobe. Elle est très préoccupée par l'intervention étrangère, en particulier du monde occidental. C'est pourquoi l'héritage colonial britannique reste encore dans leur esprit stratégique en matière de relations extérieures. Cette situation est assez différente de celle de la Thaïlande, car la mémoire de la Thaïlande sous le royaume siamois et ses interactions avec le colonialisme britannique et français constituent un autre récit. Constitute another narrative that is how the clever King Chulalongkorn. C'est ainsi que le roi astucieux Chulalongkorn a défendu le pays et que le modèle de la politique étrangère thaïlandaise a décidé de s'en tenir au concept d'équilibre des pouvoirs. Ils ont évité de permettre à une puissance extérieure particulière de dominer les affaires étrangères thaïlandaises dans leur ensemble. Ainsi, le roi Ramakat et le roi Ramakength ont essayé de rester en contact avec plusieurs puissances et royaumes occidentaux pour maintenir cette politique étrangère équilibrée. Cet héritage de politique étrangère pendant le royaume siamois sous protection colonialiste constitue un autre récit, qui est assez différent du cas du Myanmar. That's very interesting. And do you think that C'est très intéressant. Pensez-vous que cette mentalité xénophobe, en termes de maintien de l'État sous contrôle local, s'étend également aux groupes rebelles? Préfèrent-ils aussi se battre seuls, ou leur perception est-elle différente lorsqu'il s'agit d'interagir avec des puissances étrangères? Oui. Tout d'abord, l'armée birmane a très peur de l'intervention étrangère dans la politique intérieure. Ils sont très préoccupés par le pouvoir américain pendant la guerre froide, ainsi que par les pays occidentaux critiquant la junte et l'autoritarisme militaire en Birmanie. Mais pour les groupes d'opposition, tels que le gouvernement NUG, qui est un autre acteur important dans la politique post-coup d'État du Myanmar, je pense que leur politique étrangère s'aligne avec le monde occidental, en particulier les États-Unis. Leur programme politique vise à éradiquer l'armée de la politique et à établir le fédéralisme et une institution démocratique hautement décentralisée. Ainsi, les États-Unis et certains pays occidentaux servent de bons modèles pour leur orientation de politique étrangère et leur imagination politique. Cependant, pour les organisations armées ethniques, la situation est assez unique. Certains groupes armés ethniques doivent coopérer avec des puissances extérieures. Sinon, ils n'ont pas suffisamment de pouvoir pour riposter contre l'armée du Myanmar ou négocier avec elle. Myanmar military or negotiate with Myanmar military, for example, the UWSA or the Red War, they need to. Par exemple, les États-Unis ou les Red War doivent acquérir des armes modernes de la Chine. Ils ne s'inquiètent pas de l'influence culturelle chinoise, car ils ne s'intéressent qu'à l'argent et aux armes modernes. En revenant à la politique de la guerre froide, les Bois ethniques étaient autrefois sous la forte base de pouvoir dominée par le Parti communiste birman, qui était soutenu par le Parti communiste chinois. Le système politique actuel parmi le groupe ethnique Wa est un autoritarisme communiste, très similaire au modèle chinois. Donc, pour les États-Unis, ils veulent que la Chine augmente leur pouvoir de négociation. Mais pour le RCSS, ou Conseil de restauration de l'État Shan, qui a son siège près de la frontière thaïlandaise birmane, le leader s'appelle Yod Serk.
and the leader, his name is Chao Yot-suk. And Chao Yot-suk is very special because Et Yaourt Serk est très spécial, car il souhaite étendre des relations amicales avec le gouvernement thaïlandais. Il veut que le gouvernement thaïlandais et l'armée thaïlandaise soutiennent ses forces armées le long de la frontière. La langue de communication entre le peuple thaïlandais et le RCSS peut être comprise. Il n'est donc pas difficile pour le RCSS de communiquer avec la Thaïlande et d'établir une relation chaleureuse avec le secteur de la sécurité thaïlandais le long de la frontière. Maintenant, vous êtes un expert en fédéralisation. La fédéralisation peut souvent être une solution à la violence politique interne, mais elle peut aussi être une pente glissante vers l'indépendance de différents États. Et le Myanmar pourrait se désintégrer. Je veux dire, nous avons entendu certains de ces groupes ethniques parler de faire sécession du Myanmar. Pensez-vous que le Myanmar, en tant qu'État, pourrait se désintégrer dans les prochains mois ou années? Y a-t-il un réel danger de cela? Je pense qu'il est assez dangereux pour l'État du Myanmar de s'effondrer à partir de maintenant. Mais je ne pense pas que cela puisse arriver très bientôt, car le cœur du Myanmar, qui est l'épine dorsale de l'État du Myanmar géopolitiquement, est toujours sous la domination des forces armées du Myanmar, ou le Tatmadaw. La projection de puissance des groupes d'opposition et des organisations armées ethniques provient souvent des zones frontalières, des lignes de frontières. Il est difficile d'imaginer l'effondrement de l'Union du Myanmar, similaire à l'effondrement de l'ancienne Union soviétique ou de la Yougoslavie dans un avenir proche. Cependant, cela ne signifie pas que les expériences de l'ancienne Union soviétique et de la Yougoslavie n'ont aucun impact sur l'état d'esprit de l'armée du Myanmar. De nombreuses fois, les élites militaires du Myanmar ont tenté de comparer la situation de l'ancienne Union soviétique et de la Yougoslavie avec la crise au Myanmar. Cela inclut la modernisation du Myanmar, qui a une société profondément divisée avec une guerre civile de longue date. Le sujet du fédéralisme est assez crucial pour le projet de construction de l'État. En Birmanie, comme dans l'ex-Union soviétique et en Yougoslavie, les adversaires politiques ont également discuté du fédéralisme. Cependant, l'armée birmane a tenté de lier le fédéralisme à la politique sécessionniste. Il disait souvent, selon mon observation, « Regardez le cas de l'ex-Union soviétique. Si le centre est trop faible et parle beaucoup de liberté politique et de fédéralisation, cela peut être dangereux pour l'État, surtout avec des terres dominées par des forces armées ethniques, avec une politique nationaliste. Pour éviter une situation comme celle de l'ex-Union soviétique et de la Yougoslavie, il conseillait d'écouter l'armée birmane. L'armée du Myanmar a conçu une formule politique qui combine certains éléments fédéraux avec des éléments autoritaires et unitaires. Il vise à combiner ces éléments harmonieusement. Cependant, le groupe d'opposition soutient que ce n'est pas une bonne idée, car ils veulent une fédéralisation et une démocratisation complète. Ils estiment qu'il est nécessaire de se révolter contre l'État et de retirer l'armée du Myanmar de la politique. Ils préconisent la rédaction d'une nouvelle constitution pour garantir la suprématie civile sur l'armée et établir une fédération démocratique. Le groupe d'opposition, le gouvernement NUG, soutient fermement un haut degré de fédéralisation. Mais l'armée du Myanmar veut un certain degré de fédéralisation combiné avec l'unitarisme. C'est très intéressant. Les gens qui vous disent cela, je pense qu'ils ont tiré la mauvaise leçon de l'expérience soviétique. Dans l'expérience soviétique, c'est le nationalisme russe qui a déchiré l'Union soviétique. Ce n'était pas Gorbatchev, c'était Boris Eltsine,
qui surfait sur la vague du nationalisme russe. C'est un peu comme si la junte décidait de sortir la Birmanie du Myanmar et de laisser le reste partir. Mais le problème pour eux est différent, n'est-ce pas? J'ai des amis birmans ici à Tokyo et ils me disent tous qu'ils sont absolument dévastés. Ils détestent ce que fait la junte militaire. Ce n'est pas les Birmans contre les autres. Même au sein de la communauté birmane, il y a beaucoup d'opposition à la junte militaire, n'est-ce pas? Oui, exactement. Exactement. L'armée du Myanmar perçoit son propre peuple comme l'ennemi de l'État. Chaque fois que les gens décident de s'opposer à l'armée du Myanmar, cela signifie également s'opposer au système de sécurité de l'État. L'armée du Myanmar croit qu'elle a la légitimité politique pour réprimer les groupes d'opposition ou les personnes qui se révoltent contre l'armée et l'État. Ainsi, la perception de l'armée du Myanmar est assez conservatrice. Il est très normal de voir vos collègues et de nombreux Birmans mécontents de la perception de l'armée, car elle considère le peuple comme l'ennemi de l'État. D'accord, mais je pense, laissez-moi partager une idée académiquement. But I think let me share one idea academically. I think the Myanmar military has. Je pense que l'armée du Myanmar a une approche hautement politisée des projets de construction de l'État. Si nous nous rappelons de la proposition de Charles Tilly sur la relation causale entre la fabrication de la guerre et la construction de l'État, où la fabrication de la guerre produit la construction de l'État, nous pouvons adapter et adopter cette proposition pour considérer la situation actuelle au Myanmar. L'origine du Tatmadaw, ou Force armée du Myanmar, a émergé et s'est développée pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les forces armées japonaises sont venues au Myanmar. En raison de la puissance de l'armée japonaise, les forces armées du Myanmar sont devenues plus fortes et ont pu riposter contre les colonisateurs britanniques. L'origine des forces armées du Myanmar a donc émergé pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir obtenu son indépendance, le Myanmar a été confronté à une guerre civile. C'est l'armée du Myanmar qui a pris le contrôle de l'État, établi l'ordre et réprimé les groupes d'opposition. Ils sont devenus des experts en guerre. Grâce à cela, ils ont pu établir une structure militaire depuis les plaines centrales du Myanmar jusqu'aux hautes terres où habitent les groupes ethniques minoritaires. La guerre a engendré un processus de formation de l'État dans lequel l'armée du Myanmar a joué un rôle de leadership. L'armée du Myanmar est familière avec la guerre, car elle est liée au processus de formation de l'État. C'est une bonne observation. That's a good observation, but the one thing that's on my mind that I don't. Mais une chose qui me préoccupe, qui n'a toujours pas de sens pour moi, c'est ce recul. En 2011, il y a eu un énorme processus de démocratisation et d'ouverture. Aung San Suu Kyi a été autorisée à se présenter aux élections et elle a gagné avec une large marge. Cependant, la moitié du Parlement était encore réservée aux militaires, menant à l'arrangement de partage du pouvoir que vous avez décrit. Ce système a fonctionné pendant 10 ans. Pendant ces 10 années, il y a eu des investissements massifs au Myanmar, de la part du Japon et d'autres pays, y compris des investissements directs étrangers significatifs. Le Myanmar prospérait. De grands groupes de Birmans et d'étudiants du Myanmar partaient à l'étranger et bénéficiaient de bourses. Mais tout cela s'est arrêté en 2021. Économiquement, c'est une période très sombre en ce moment. Economically a very dark time right now. And why did the military junta decide to rather do that? Pourquoi la junte militaire a-t-elle décidé de faire cela alors que l'alternative n'était pas nécessairement de donner beaucoup plus de pouvoir aux autres? C'était pour laisser le chemin actuel du partage du pouvoir à l'intérieur du Myanmar continuer. La junte est-elle actuellement mieux lotie économiquement qu'avant? Mon ami birman m'a dit que c'est comme s'il pouvait gagner plus d'argent, même si tout le monde est moins bien loti. Et c'est leur motivation principale, la recherche de rente. Est-ce le cas?
Ou s'agissait-il d'une erreur de calcul de la part de la junte? Oui, je pense que c'est une erreur de calcul de la part de la junte. Nous pouvons revenir à la formation du régime politique hybride en 2011, où des éléments démocratiques coexistaient avec des éléments autoritaires. La stabilité de ce régime dépendait de l'équilibre entre le gouvernement civil et l'armée du Myanmar. Lorsque Aung San Suu Kyi a pris le pouvoir et établi le gouvernement démocratique, le gouvernement civil a tenté à plusieurs reprises de réduire le pouvoir des militaires en politique en modifiant la Constitution de 2008. Ce progrès rapide du mouvement démocratique a choqué les généraux du Myanmar. Pour maintenir l'autoritarisme et la soi-disant démocratie disciplinée, un régime politique hybride où les militaires jouaient encore un rôle de leadership en politique, il était crucial pour Min Aung Hlaing de prendre le pouvoir et de freiner l'influence croissante des gouvernements civils. Cependant, cela a été une erreur de calcul de la part de Min Aung Hlaing. Lorsque l'armée du Myanmar a décidé de mener le coup d'État, elle a souvent eu recours aux tactiques de coup d'État passés. Par exemple, le coup d'État du général Ne Win en 1962 et le coup d'État du général So Maung en 1988. Après ces coups d'État, il y a eu très peu de soulèvements populaires contre le coup d'État. Mais il y a 3 ans, en 2021, peu de temps après le coup d'État, il y a eu un soulèvement politique généralisé contre le général en chef Min Aung Hlaing. Comme je l'ai dit plus tôt, la combinaison de la démocratisation et de la fédéralisation découlant du processus de paix dans les gouvernements précédents, les gouvernements de Thein Sein et d'Aung San Suu Kyi s'est concentré sur la manière d'établir une fédération démocratique pour le Myanmar. À cause de cela, le pouvoir de la révolution populaire contre Min Aung Hlaing est si fort. Il combine à la fois le processus de démocratisation et le processus de fédéralisation. Democratizing process and federalizing process. So it is the miscalculation by Min Aung Hlaing, and Min Aung Hlaing is now in a large... C'est donc une erreur de calcul de la part de Min Aung Hlaing, et il se trouve maintenant dans une situation assez difficile. Mais je pense que Min Aung Hlaing ne renoncera pas de sitôt, car lui et son collègue, le général So Win, ont une feuille de route politique pour le Myanmar. Ils doivent attendre le moment opportun pour organiser les élections générales et ensuite reproduire une démocratie disciplinée, similaire au régime politique hybride de Than Shwe dans le passé. De cette manière, les partis politiques démocratiques ne peuvent pas dominer la structure parlementaire. Ce serait un gouvernement de coalition, une combinaison de partis politiques militaires et d'alliés, tels que les partis politiques des groupes ethniques, pour établir un gouvernement de coalition sous un régime politique hybride. To establish coalition government under hybrid political regime. That is political roadmap by Min Aung. C'est la feuille de route politique de Min Aung Hlaing. Mais en réalité, je pense qu'il est plutôt difficile de l'accomplir maintenant. Donc, c'est la feuille de route officielle qu'ils ont publiée, qu'ils disent officiellement que c'est ce qu'ils veulent. Où est-ce votre analyse de ce qu'ils essayent de faire? Officiellement. 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 Donc en ce sens, une lueur d'espoir est que même la junte militaire sait qu'elle doit revenir à une sorte de structure gouvernementale hybride avec les ennemis actuels. C'est en fait un dogme accepté en ce moment. Nous devons ramener ces ennemis dans une administration civile. Est-ce l'objectif? Oui. Je pense que certaines personnes essayent aussi de proposer cette formule politique pour avoir un gouvernement de coalition avec des adversaires politiques pour le partage du pouvoir. Il pourrait y avoir des représentants du gouvernement NUG, des organisations armées ethniques et du gouvernement militaire birman assis ensemble pour partager le pouvoir. Mais en réalité, je pense que c'est très difficile en ce moment parce que le Myanmar est à un tournant critique de la guerre civile.
le groupe d'opposition a pris l'avantage parce qu'il peut réprimer l'armée birmane sur de nombreux champs de bataille le long de la frontière. Ils veulent faire de leur mieux pour convaincre l'armée birmane de négocier, mais le groupe d'opposition a pris le dessus. Donc ils ne veulent pas abandonner leur campagne militaire maintenant. Je pense que les combats sporadiques ou les affrontements militaires continueront encore. Mais laissez-moi vous dire un peu ce que je pense. Si nous employons un modèle théorique des jeux en sciences politiques, nous pouvons créer des scénarios plus systématiques sur le Myanmar après le coup d'État. L'armée du Myanmar peut être classée en 3 actions concernant la guerre civile avec le groupe d'opposition. La première action est qu'ils pourraient essayer de s'accommoder pleinement ou de réduire autant que possible leur demande politique initiale, car ils ont de nombreux désavantages par rapport au groupe d'opposition. La deuxième action est qu'ils feraient de leur mieux pour subjuguer et réprimer les groupes d'opposition, sans besoin de négociations politiques. Ils veulent se battre autant que possible. La troisième action est une voie médiane, où parfois l'armée du Myanmar veut négocier, mais d'autres fois, elle veut se battre. Myanmar military want to negotiate, but sometimes want to fight. So you can see fighting along with the peace process. Ainsi, vous pouvez voir des combats parallèlement au processus de paix. Il pourrait y avoir 3 actions de la part de l'armée du Myanmar. Pour les groupes d'opposition, y compris le gouvernement NUG et certaines organisations armées ethniques, leurs actions peuvent également être classées en 3 catégories: pleine accommodation, accommodation partielle et combat total avec l'armée du Myanmar. La combinaison des 3 actions de l'armée du Myanmar et des 3 actions des groupes d'opposition peut créer 9 scénarios potentiels pour la politique du Myanmar. En ce sens, les combats au Myanmar sont clairement et totalement à des fins politiques. La plupart de ces objectifs politiques, d'après ce que je comprends, sont internes, bien que des acteurs externes interagissent également avec eux. Internal, although external actors also interact with them, but the main issue is the actual power. Mais le principal problème est le résultat réel du partage du pouvoir pour l'avenir du Myanmar. En ce moment, ce que nous voyons est préjudiciable pour l'avenir de l'État du Myanmar, bien plus que les 10 années pacifiques précédentes. Oui, je pense que le défi du pouvoir est crucial pour résoudre le conflit au Myanmar. Le modèle du fédéralisme peut être applicable au cas du Myanmar. Cependant, la situation au Myanmar aujourd'hui est beaucoup plus compliquée qu'auparavant. De nos jours, certaines armées ethniques, en particulier l'armée arakanaise dans le sud-ouest du Myanmar, ont officiellement proclamé qu'une structure fédéraliste pourrait ne pas être applicable à l'État de Rakhine ou Arakan. Ils préfèrent établir un confédéralisme pour le Rakhine. Et dans un cadre théorique, le fédéralisme et le confédéralisme ne sont pas la même chose, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de confédéralisme, cela signifie que les gouvernements infranationaux ou les unités constituantes devraient avoir plus de pouvoir que le gouvernement central ou fédéral. Dans une structure fédéraliste, l'équilibre des pouvoirs devrait être égal d'une manière ou d'une autre. Le concept de confédéralisme est maintenant proposé par les dirigeants politiques de l'armée d'Arakan. Si nous concluons que le concept de fédéralisme est suffisant pour résoudre le conflit en Birmanie, je pense que cela pourrait ne pas être suffisant pour aujourd'hui. Il existe un autre concept, appelé confédéralisme. Bien que la Birmanie ait accepté le concept de fédéralisme dans une certaine mesure, au fond, ils préfèrent encore l'unitarisme. Yeah, but last question, but it's interesting. So these Arakan state didn't Dernière question, mais elle est intéressante. Donc l'État d'Arakan n'a pas proposé de faire sécession. Il propose le confédéralisme. Et personne ne propose de rejoindre un autre État, n'est-ce pas? Personne ne veut vraiment partir. Je veux dire, personne ne propose de rejoindre la Thaïlande, par exemple.
C'est quelque chose qui n'a tout simplement pas été évoqué, je suppose, n'est-ce pas? L'armée d'Arakan a déjà proclamé l'établissement du confédéralisme. Mais pourquoi pas l'indépendance? Pourquoi ne pas faire sécession? Pourquoi le confédéralisme? Je pense que, comme première étape, une structure confédérale serait acceptable pour les autres acteurs politiques au Myanmar. Mais à long terme, il pourrait proclamer une indépendance totale, se séparant de l'Union du Myanmar. En dehors du cas de l'armée d'Arakan, je pense qu'il y a d'autres cas qui devraient être pris en compte. Par exemple, dans l'État Shan du Nord, il y a des armées ethniques telles que les groupes Kokang et Palung. De nos jours, ils peuvent commander et contrôler de nombreux domaines territoriaux et ils essayent d'établir l'État Palung dans un avenir proche. L'État Palung est assez unique car il ne s'intègre pas dans une structure fédéraliste ou confédéraliste. Il devrait être une région autonome. Cependant, le domaine territorial devrait être plus grand que ce qui est garanti par la Constitution de 2008. Ils ont obtenu de nombreux avantages en faisant la guerre l'année dernière, gagnant plus de contrôle sur les terres et les routes commerciales. En conséquence, leur projet de construction de l'État est très puissant de nos jours. So their state building project is so powerful nowadays. And another group is RCSS or Restoration Council. Un autre groupe est le RCSS, ou le Conseil de restauration de l'État Shan, qui a une relation étroite avec le gouvernement thaïlandais et le secteur de la sécurité thaïlandais. Comme vous l'avez déjà mentionné, la population sous le RCSS est composée de personnes ethniques Shan qui partagent une langue, une culture et une identité similaires avec les Thaïlandais, en particulier dans le nord de la Thaïlande. Selon mon propre sondage, il y a des représentants du RCSS qui discutent de la manière de coopérer étroitement avec la Thaïlande et de la manière d'incorporer l'État Shan du Sud avec la partie nord de la Thaïlande pour le bénéfice du peuple thaïlandais. Le dernier est l'État Karen, qui est très proche de la partie ouest de la Thaïlande, en particulier de la province de Tak. Avant, depuis la période de la guerre froide, il y avait un mouvement politique des élites politiques Karens parlant de l'établissement de l'État de Khao Thulei. L'État de Khao Thulei est un grand État, ce qui signifie que le mouvement nationaliste Karen veut incorporer d'autres territoires habités en grande partie par des Karens au-delà de l'actuel État de Kayin. Ils veulent incorporer cette terre, par exemple Tongu, dans le centre du Myanmar, Bago dans le centre du Myanmar et d'autres domaines habités par les Birmans et les Hmong, et établir un nouvel État plus grand appelé Khao Thulei. Ce serait un État indépendant, séparé du Myanmar. Je pense que l'armée du Myanmar n'a aucune confiance dans la Karen U ou les nationalistes Karens, parce que par le passé, ils proclamaient ou faisaient campagne pour l'établissement de l'État de Khao Thulei en tant qu'État indépendant du Myanmar. L'imagination politique des groupes ethniques minoritaires est assez diverse. C'est une situation très compliquée, mais vous m'avez aidé à mieux comprendre cela. Je pense que nous devrons en reparler, surtout si quelque chose commence à se passer au Myanmar, car pour le moment, c'est encore relativement calme. Mais historiquement parlant, à un moment donné, quelque chose de grand pourrait changer. Je voudrais vous remercier beaucoup, Dulyapak Precharush, pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que nous avons eu une conversation fructueuse. Merci. Thank you.